Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Ce soir, nous parlons de la radiologie interventionnelle et pour vous en parler des professionnels de santé. Place aux invités. La radiologie interventionnelle, on en parle ce soir et on a la chance et le privilège d'avoir avec nous deux charmantes dames. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors d'un côté, on a madame Lydia Geneviève. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et juste à côté de vous, madame Célia Cali, vous êtes toutes les deux, on dit manipulatrice, hein, manipulatrice en électro-radiologie. On va expliquer tout à l'heure en quoi consiste le métier. Juste à côté, on a avec nous le docteur Eddy Laurent Glode, chef du service radiologie au CHU de la Guadeloupe, radiologue spécialisé en imagerie, ostéo-articulaire, diagnostic et interventionnel. Est-ce que j'ai bien tout dit ? Très bien, Brigitte. Bonjour, bonsoir à vous. Bonsoir à mes collaboratrices Célia et Lydia. Et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Canal+. Merci d'avoir répondu à notre invitation, docteur Glode. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Première question, qu'est-ce que c'est que la radiologie interventionnelle ? Bien, la radiologie interventionnelle est une partie peu connue de la radiologie, puisque effectivement, on imagine la radiologie classique qui est connue des patients, c'est-à-dire la réalisation d'examens d'imagerie, que ce soit échographie, radiographie, scanner ou IRM, avec l'analyse qu'il y a derrière et la remise d'un compte-rendu aux patients. Ça, c'est la radiologie dite diagnostique, qui sert à faire un diagnostic, à poser un diagnostic. Ensuite, s'est développée depuis une vingtaine, trentaine d'années une autre part de la radiologie qu'on appelle radiologie interventionnelle. D'ailleurs, la Société française de radiologie a une dizaine d'années changé de nom pour s'appeler Société française de radiologie diagnostique et interventionnelle, qui consiste du coup, la radiologie interventionnelle, à utiliser nos moyens d'imagerie, que ce soit l'échographie, la radiographie ou le scanner, afin de guider du matériel dans le corps humain de très petite taille et de réaliser des opérations grâce à nos matériels d'imagerie. À quel moment, docteur, un patient a-t-il besoin de ce type d'intervention ? Eh bien, écoutez, ça va dépendre beaucoup de la pathologie dont souffre le patient, mais dès que l'on peut, le patient a besoin qu'un geste soit réalisé, son corps notamment pour un prélèvement de tissu, on réalise ce qu'on appelle une biopsie. On peut utiliser la radiologie interventionnelle également pour soigner. On en parlera tout à l'heure avec la cimentoplastie ou les infiltrations. En gros, dès qu'on a une cible dans le corps que l'on souhaite viser et atteindre sans passer par une chirurgie classique. Qui décide que le patient a besoin de ce type d'intervention ? Ça peut être le radiologue lui-même quand c'est dans son domaine de compétences, toujours en concertation avec l'état clinique du patient, en concertation avec nos confrères et consoeurs correspondants, qu'ils soient médecins traitants ou médecins spécialistes. Et au fur et à mesure du développement de cette radiologie, les indications ont été précisées, ont été étendues aux différents organes. À partir du moment où le patient a été diagnostiqué, qu'il a besoin d'une intervention, quelles sont les différentes étapes ? Ça va effectivement dépendre de ce dont a besoin de ce dont il a besoin, mais en gros, il va d'abord y avoir une consultation faite par le radiologue interventionnel. Donc effectivement, c'est un changement par rapport à ce qu'on imagine être un radiologue qui analyse des images. On reçoit des patients en consultation. Et le but de cette consultation, c'est de vérifier que le patient a besoin de ce geste, lui expliquer en quoi consiste le geste, rechercher des contre-indications, c'est-à-dire des conditions qui interdirait de la réalisation de ce geste et pouvoir donner toutes les informations au patient pour le rassurer avant que ce geste ne soit réalisé. Mesdames, en quoi consiste le métier de manipulateur en radiologie ? Le manipulateur, c'est un soignant avant tout. C'est un soignant. On a deux étiquettes en gros. Donc, on va dire plutôt côté technique, mais aussi soignant, parce qu'on est aussi proche du patient. C'est un diplôme de manipulateur qu'on obtient après 3 ans d'études.
Donc, on peut travailler soit en radiologie conventionnelle, ensuite, médecine nucléaire, en radiothérapie. Et donc, en ce qui concerne la radiologie, on travaille surtout sur prescription médicale. Donc, on travaille sous la couverture d'un radiologue, bien évidemment. Et donc, comment on peut dire ça? On réalise des examens, en fait, qui sont interprétés ensuite par le radiologue. Justement, on dit que vous êtes les personnes qui sont très proches des patients. Jusqu'à quel point? Mais il faut savoir que c'est nous qui prenons en charge le patient. C'est-à-dire, à son arrivée, nous vérifions son identité. Nous vérifions aussi la prescription. Nous expliquons le déroulement de l'examen, quel que soit dans le milieu, que ce soit en radiologie conventionnelle, au scanner, en IRM. C'est très important d'expliquer le déroulement. Ceci permet de rassurer le patient et aussi d'avoir sa coopération. Alors, docteur ou encore mesdames, c'est quoi la différence entre... moi, j'ai un petit peu regardé, j'ai lu, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé que effectivement que vous travaillez vraiment ensemble, que c'était vraiment primordial de travailler ensemble. Mais j'aimerais qu'on explique aux téléspectateurs c'est quoi la différence entre le manipulateur et le radiologue. Mais Brigitte, comme vous l'avez dit, dans un service de radiologie ou dans un cabinet de radiologie de ville, un service qui soit un service hospitalier ou un service en clinique, dans un service de radiologie, on va trouver plusieurs types de personnel. Bien sûr, on va retrouver les secrétaires qui vont être à l'interface avec les patients et puis les professionnels de l'imagerie que sont les manipulateurs, les manipulatrices et les radiologues. Donc c'est une équipe qui est soudée, on travaille en collaboration et en échange constant pour garantir la qualité des soins, la qualité des examens et la sécurité aussi de réalisation des examens. Je laisserai Lydia et Célia décrire leur métier. En tout cas, un radiologue, c'est un médecin spécialiste qui, après le concours de l'internat, passe ce qu'on appelle un DES, un diplôme d'études spécialisées, qui varie entre 4 et 5 ans. D'ailleurs, la maquette du diplôme d'études spécialisées en radiologie a changé en novembre 2017 pour clairement intégrer une année spécifique dite de radiologie interventionnelle avancée, dite RIA, qui fait que ce sont vraiment les radiologues qui sont identifiés comme étant les acteurs de la radiologie interventionnelle. Donc on est des médecins au même titre qu'un cardiologue, qu'un pneumologue, qu'un chirurgien. Nous sommes des médecins spécialistes. Mesdames, quelles sont les différentes étapes quand un patient il a été diagnostiqué, il va avoir une intervention dans votre service? Quelles sont les différentes étapes pour vous, pour le manipulateur? Alors pour nos manipulateurs, nous avons déjà, au CHU, nous avons déjà en premier lieu la prescription. Nous savons ce que le patient en interventionnel va subir. Donc nous sommes obligés de préparer en amont aussi bien le matériel radiologique, que ce soit le scanner, avoir la maîtrise, et préparer aussi le matériel spécifique, parce qu'il y a un matériel dédié pour l'interventionnel. Tout ceci doit être prêt en amont avant l'arrivée du patient. Et lorsqu'il arrive, le patient, on le prend en charge, on lui explique, comme j'ai dit précédemment, on lui explique le déroulement de l'examen, et c'est nous qui l'installons aussi. Très bien, on ne va pas en dire plus puisqu'on a quand même quelques images. On a eu la chance et le privilège d'aller dans votre service et de pouvoir tourner des images. J'aimerais saluer Charlie, mon collègue Charlie qui était avec nous et qui a tourné ces images. Merci à toute l'équipe parce qu'on a eu un super accueil. On va demander à Jordan, notre réalisateur sur cette émission ce soir, de bien vouloir nous lancer des images et je vais vous demander, si possible, de nous commenter un petit peu ce qu'on est en train de voir. Okay. Donc là, la collègue est en train de se désinfecter les mains. Donc le patient est déjà installé. Donc là, on va faire la désinfection donc de la zone donc du genou. Là, c'est une infiltration du genou. Donc la collègue est en train de désinfecter avec ce qu'on appelle la désinfection en 4 temps. Plusieurs fois d'ailleurs? Plusieurs fois, et le médecin, le radiologue, lui, quand il arrive, donc désinfecte à nouveau. Donc nous, on le fait avant son arrivée.
Donc là, la collègue a en amont aussi préparé la table stérile. Très bien. Donc là, elle fait les 4 temps, effectivement. Il faut prendre son temps. Donc, il faut toujours faire toujours dans le même sens, faire attention à la désinfection. Très bien. On a... Ah. Donc, une fois la désinfection en 4 temps réalisée avec différents types de bétadine par la manipulatrice, c'est le temps au moment du... Pardon, c'est autour du radiologue de commencer à se préparer. Donc, c'est un peu comme dans un bloc chirurgical. On fait d'abord un lavage des mains au savon doux et à l'eau. Ça fait partie de la procédure de se nettoyer et de se tamponner la main avec du papier classique après avoir fait ce lavage doux au lavabo avec le savon. Alors, comme vous pouvez le constater, on a aussi du matériel de protection parce que comme c'est un geste d'arthrographie et d'arthroscanner, on utilise des rayons X. Les rayons X, c'est des rayons qui sont ionisants et donc on doit porter un tablier plombé pour protéger notre corps de ces rayons X et également un masque. Là, la dernière phase de la désinfection des mains, c'est avec du gel hydroalcoolique que maintenant tout le monde connaît très très bien. Donc c'est toute une procédure. On fait attention à d'abord nettoyer le bout des doigts, ensuite de bien passer les mains dans certaines zones, les zones interdigitales, et également au niveau du pouce et du poignet. Une fois cette désinfection au gel hydroalcoolique réalisée, on va mettre les gants de manière stérile. Ce sont bien sûr tout le matériel qu'on utilise, ça va être du matériel stérile à usage unique. Donc il y a toute une technique que l'on apprend et dont les chirurgiens bien sûr ont l'habitude, mais nous aussi radiologues, nous avons cette habitude-là dans tous nos stages où on pratique les gestes de radiologie interventionnelle. Ça fait partie clairement de notre ADN et de notre formation. Là maintenant, la collègue sert le radiologue, c'est-à-dire que nous avons des cupules dans le kit, c'est un kit interventionnel. La cupule bleue, on y verse l'anesthésiant, puisqu'il va y avoir une anesthésie locale. La cupule translucide, c'est le produit de contraste. Et la cupule rose, c'est de la bétadine, puisque le radiologue effectue une désinfection juste avant de faire son geste. Là, il va installer le chien stérile dans la zone où il doit effectuer sa ponction. Effectivement, c'est très important de respecter scrupuleusement les règles d'asepsie. Notre ennemi numéro 1, en tout cas, notre objectif numéro 1, c'est de réaliser des gestes dans les meilleures conditions d'asepsie, de propreté et de sécurité pour nos patients. Et là, docteur ? Là, donc, voici le résultat après une arthrographie. Alors là, ici, c'est pas un genou, c'est une épaule. Ce qui est montré par la souris en blanc, c'est le produit, l'iode, qu'on a injecté à l'intérieur de l'articulation, qui du coup va remplir la cavité articulaire et nous permettre d'analyser au scanner sur différentes coupes. Ici, on est sur des coupes axiales, dites transverses, les structures internes de l'articulation, que ce soit le cartilage de recouvrement, que ce soit ce qu'on appelle le bourrelet glénoïdien, là sur cette épaule, de rechercher des corps étrangers et également de rechercher ce qu'on appelle des fuites de produits de contraste. Parce que quand vous avez des lésions, des ligaments ou des muscles périarticulaires, c'est-à-dire juste autour de l'articulation, quand ils sont abîmés, notamment lors d'une rupture de coiffe d'épaule, on voit le produit qui va s'insinuer dans la rupture et c'est comme ça qu'on va détecter cette rupture. Très bien. Docteur, on a aussi trouvé dans nos petites recherches que vous étiez... ok, on a parlé de radiologie interventionnelle, ostéo-articulaire, alors on a trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup
en tout cas qui ont la même spécialité que vous. En tout cas, nous, on n'en a pas trouvé. Et vous allez nous dire, hein, peut-être qu'on se trompe, mais en Guadeloupe, on n'en a pas trouvé, et dans les îles voisines non plus. Et justement, on aimerait en savoir plus sur cette spécialité. Alors sur l'imagerie ostéo-articulaire en diagnostic, c'est quelque chose que pratiquent tous les radiologues, que ce soit les radiologues de ville ou les radiologues hospitaliers, sur le versant diagnostic. Sur le versant interventionnel, il y a ce qu'on appelle du petit interventionnel, comme ce qu'on vient de voir, arthrographie, arthroscanner, qui est le fait de piquer une articulation pour soit injecter un produit de contraste qu'on appelle l'iode, soit aussi faire des traitements où on injecte un anti-inflammatoire pour soulager la douleur. Et ce petit interventionnel sur les articulations dites périphériques peut être pratiqué en cabinet de ville ou en clinique également. Et nous, on ne parlait pas de ça. Ah. On parlait de la partie cimentoplastie, vous allez nous expliquer ce que c'est. Oui. Et peut-être même qu'on pourra regarder un petit bout de ce qu'on a pu tourner avec vous. Mais vous allez d'abord nous expliquer. Alors ensuite, il y a une radiologie interventionnelle ostéo-articulaire qui nécessite un appareillage plus puissant. On va utiliser un guidage scanner qui est supérieur aux autres guidages, que ce soit les guidages par radiographie, et qui va nous permettre du coup d'être très précis, de voir au millimètre près les différentes structures et de voir également notre matériel. Donc ça va nous permettre de réaliser des gestes sur la colonne vertébrale, que ce soit des infiltrations, c'est-à-dire l'injection d'anti-inflammatoires à côté d'un nerf qui souffre, par exemple, qui peut être pincé par une hernie discale, ou que ce soit des gestes encore plus évolués, comme le fait d'injecter du ciment dans une vertèbre qu'on appelle la cimentoplastie. Mais ça, tout le monde ne le fait pas. C'est ce qu'on a trouvé, en fait. Oui. On a fait des petites recherches et on a trouvé qu'on pouvait le faire dans votre service et au CHU de la Guadeloupe, en fait. C'est vrai que notre service au CHU de la Guadeloupe a cette expertise depuis maintenant 6 ans et propose ces services à la population de notre hôpital. Et ça traduit aussi le fait que, vous le savez, hein, le corps médical est en sous-effectif et si on veut pouvoir effectivement réaliser des gestes à la fois diagnostiques ou interventionnels de haut niveau et qui couvrent tous les champs, il faut des spécialistes présents sur place pour pouvoir réaliser ce geste. Il faut pouvoir effectivement avoir des radiologues. Aujourd'hui, vous transmettez, puisque on parle de transmission, vous apprenez aux autres à faire ce travail. C'est capital. C'est d'ailleurs une des raisons de mon engagement dans le service public et au CHU de la Guadeloupe, puisque j'ai eu aussi une expérience dans le libéral et ce qui, moi, m'avait manqué, c'était le partage avec des internes, des jeunes que l'on voit grandir, à qui on apprend et qu'on voit progresser. Et effectivement, le but, ce qu'on essaie de faire, ce que j'essaie de faire, la philosophie dans le service, c'est de transmettre et de donner envie à des jeunes de rester pratiquer dans le service au bénéfice de la population. Je vous propose, si vous le voulez bien, de regarder quelques images puisqu'on a pu filmer une cimentoplastie et on va regarder, en tout cas en accéléré un petit bout, puisqu'on va garder un maximum d'images pour faire un beau documentaire qu'on proposera aux téléspectateurs le mois prochain. Si Jordan veut bien, on va regarder de suite cette vidéo. Ce matin, nous allons pratiquer donc une biopsie et cimentoplastie de cette vertèbre. Biopsie pour avoir un prélèvement de la tumeur et savoir de quelle tumeur il s'agit. Cimentoplastie, injection d'un ciment spécialisé fait pour le corps humain. Et le but, c'est de consolider, de remplir cette vertèbre pour qu'elle ne se tasse pas dans le futur. Il y a une tumeur ici. Voilà, les autres vertèbres sont intactes. Voilà. Donc ici, il y a 2 objectifs. Premièrement, caractériser cette lésion en faisant un prélèvement de tissu qui sera envoyé au laboratoire d'anatomopathologie pour étude et nous dire qu'est-ce que c'est comme tumeur. Parce qu'une fois qu'on sait ce que c'est comme tumeur, on sait dans quel cadre on rentre et on sait quelle est la thérapeutique, le traitement à donner aux patients. Tant qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas sur quelle thérapeutique partir. C'est pour ça que c'est important de savoir exactement ce à quoi nous faisons face. Le deuxième objectif, vous voyez que donc cette vertèbre est abîmée par cette tumeur, elle est donc fragilisée. Il y a donc un risque qu'elle se fracture et qu'elle se tasse, ce qui amènera des douleurs au patient, amènera une déformation de sa colonne. Au lieu d'être droit, il sera
entanché avec une diminution de ses capacités respiratoires. Il y a toute une cascade de problèmes qui se posent lorsque les vertèbres se tassent. Ça change la morphologie du corps et ça diminue les fonctions corporelles. Donc il n'y a pas juste à traiter la douleur du patient, à connaître l'origine de sa maladie. Là, ce qu'on vérifie au scanner et en radio, c'est ce qu'on appelle la balistique, c'est-à-dire la trajectoire que l'on va donner à notre aiguille pour viser la bonne vertèbre, la bonne lésion, et en évitant les structures nobles, comme évidemment les nerfs et la moelle épinière. Donc ce trocar a à sa pointe une pointe en diamant qui permet de rentrer dans l'os par des petits mouvements de rotation. Et sous contrôle de la scopie, on le voit progresser et arriver à l'extrémité jusqu'à sortir et commencer à remplir la vertèbre. La manipulatrice donne l'ordre à la machine de faire en gros une grande radiographie de face et de profil du patient, ce qui permet de positionner en vert la boîte d'acquisition volumique que va réaliser le scanner. Et on voit déjà sur cette image le ciment qui se trouve ici et qu'on va pouvoir étudier plus précisément une fois ce scanner de contrôle réalisé. Ici, on est de profil. On voit donc la colonne cervicale ici, la colonne thoracique, le dos du patient, la partie de devant avec ici son sternum. Donc on est sur la vertèbre C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Donc cette vertèbre qu'on avait vue tout à l'heure qui était vide, maintenant le vide est comblé par du ciment qui apparaît hyper dense, c'est-à-dire très blanc. Un patient qui accepte de nous livrer son sentiment juste après l'opération. Ça fait plaisir de voir que nos jeunes arrivent au sommet et peuvent aussi répondre à la demande de notre peuple. Après ces quelques semaines qui se sont écoulées, nous avons pris des nouvelles du patient qui se porte très bien. Quelque chose ? Écoutez, non, votre reportage est très bien. Il montre les différentes séquences. On installe d'abord les patients. Ça, c'est l'action de mes collègues manipulateurs et manipulatrices, qui est très, très important. C'est vraiment un travail d'équipe. Leur travail vraiment permet d'installer le patient dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, ce qui va lui permettre de passer un geste dans les meilleures conditions et puis de garder l'immobilité quand on a des repères. Et il faut que le patient reste immobile. Une fois qu'on a pu faire cette acquisition, on place une croix à l'endroit que nous radiologues, avons choisi en analysant ces premiers clichés pour pouvoir créer ce qu'on appelle une balistique, c'est-à-dire un point d'entrée à la peau et une cible. Et l'intérêt du scanner, c'est que ça nous permet de voir, sans ouvrir le corps, l'intérieur et de voir tout ce qui se situe entre la peau et la cible. Ça nous permet d'éviter tous les tissus nobles, comme par exemple la moelle épinière, les nerfs, les artères, et d'aller directement, avec un matériel de très petite taille, vers la cible. Et ça nous permet également du coup de faire ces gestes sous anesthésie locale et non pas sous anesthésie générale. Je vais vous proposer de marquer une toute petite pause, puisqu'après, mesdames, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du métier, puisqu'on vous demande à la fois de maîtriser du matériel très sophistiqué, selon ce que j'ai vu le jour où je suis venue, des programmes informatiques, et en plus d'avoir une grande qualité humaine. On en parle juste après la pause.
Pour ceux et celles qui prennent encore l'émission ce soir, nous sommes sur la thématique de la radiologie interventionnelle et nous avons la chance et le privilège d'avoir avec nous le docteur Eddy Laurent-Claude, chef de service du service radiologie au CHU de la Guadeloupe, radiologue spécialisé en imagerie ostéo-articulaire, diagnostic et interventionnelle. Nous avons avec nous deux dames, Madame Lydia Geneviève et Madame Célia Cali. Elles sont toutes les deux manipulatrices en électroradiologie. Alors juste avant la pause, on était en train de mettre l'accent sur le fait que vous manipulez, en tout cas vous devez maîtriser un matériel très sophistiqué, des programmes informatiques et puis surtout faire vraiment preuve d'une grande qualité humaine. Effectivement, nous devons faire preuve d'une grande qualité humaine puisque nous ne soignons pas des organes, nous soignons des personnes. Donc, et pour cela, il y a beaucoup d'études et on a bien vu que ça demande énormément. On a d'ailleurs une jeune auditrice tout à l'heure, je vais vous parler d'elle, qui a envie de savoir comment ça se passe. On va lui répondre sans problème. Alors, autre chose, paraît-il qu'il y a un petit côté dangereux dans ce que vous faites, que votre métier avait un petit côté dangereux. Vous pouvez nous expliquer ? Dangereux parce qu'on travaille avec des rayons ionisants, savoir qu'on est contrôlé. Il y a de la quantité de doses qu'on reçoit est contrôlée par personne qu'on appelle une personne compétente en radioprotection. Donc tout cela, on a des dosimètres qui mesurent les doses qu'on reçoit et qui sont contrôlées. Donc normalement, si on respecte toutes les règles qui ont été mises en place pour nous protéger des rayons ionisants, normalement, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, trop de rayons pour un patient aussi, c'est déconseillé. Alors, on a parlé de cette jeune de 17 ans qui nous a envoyé un message. Alors, il faut savoir que cette émission, pour ceux et celles qui ont l'habitude de regarder Santé 10 le jeudi, sachez que nous faisons l'émission avec les téléspectateurs qui nous laissent des questions sur le Facebook Santé 10, mais aussi sur le Facebook Canal 10, qui nous appellent parfois au téléphone. Les appels sont réceptionnés parce qu'on ne peut pas tous les prendre à l'antenne. Et on a justement Virginie, de 17 ans, qui est de Saint-Louis-de-Marie-Galante, et qui dit qu'elle est très intéressée, qu'elle aimerait bien avoir quelques détails sur le cursus scolaire pour être manipulateur en électroradiologie. Alors pour être manipulateur en électroradiologie médicale, ce sont des études qui durent 3 années après le bac. Maintenant, déjà il y a quelques années de cela, il existe Parcoursup où le jeune s'inscrit. Il est pris sur dossier, soit il effectue ses études dans une école pour obtenir le diplôme d'État dans une école de formation de manipulateur ou dans un lycée pour le DTS. Et ainsi, il obtient le grade de licence. Puisque moi à mon époque, c'était 2 années d'études, ça fait déjà quelque temps, c'est passé à 3 années, et ainsi le jeune pourra poursuivre par un master s'il le désire. Vous conseillez aux jeunes, en tout cas moi quand je suis venue, les 2 fois où je suis venue pour filmer les différentes interventions, j'ai vu des manipulateurs passionnés. Vous incitez les jeunes à prendre cette direction? Oui, c'est un beau métier, c'est passionnant, on a des techniques qui évoluent, comme l'exemple de la cimentoplastie qu'on pratique au sein du service. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis, on est surtout proche du patient, on rassure, on parle beaucoup avec et c'est très intéressant comme métier. Et justement, mesdames, vous devez sûrement avoir une grande fierté de faire partie de ce service au CHU de la Guadeloupe, l'unique service de la Caraïbe qui pratique la cimentoplastie sous contrôle scanner. C'est quand même une grande fierté. C'est une grande fierté parce que nous prenons en charge nos patients, ceux qui vivent en Guadeloupe. Et puis aussi au CHU, nous avons la radiologie conventionnelle, nous avons avec la mammographie. Là, nous avons un bon appareil qui est arrivé récemment, un nouveau poste numérisé parce que
il faut savoir que de plus en plus, l'imagerie médicale est très numérisée. Donc, il faut aussi avoir cette maîtrise de cet outil. Nous avons l'IRM, et avec Dr. Glaude qui a développé l'IRM d'évacuation stéréo-articulaire. Donc, c'est vrai que ceci nous permet d'avoir un large panel. Docteur Glaude, est-ce qu'on pourrait profiter pour présenter un petit peu le service de radiologie du CHU de la Guadeloupe? Écoutez, c'est un service de CHU. Nous avons sur le plateau technique 2 scanners, 2 IRM, une salle d'interventionnel qui est partagée avec nos confrères du service de cardiologie, un appareil d'échographie générale et nous avons ouvert un centre d'imagerie mammaire l'année dernière avec un mammographe de dernière génération avec le système dit de tomosynthèse qui est un système particulier qui permet d'augmenter le taux de détection des cancers et qui doit être couplé, ce mammographe, à un échographe spécialisé pour permettre à la fois de l'imagerie mammaire diagnostique mais également de l'imagerie mammaire interventionnelle. En fait, tous les organes se déclinent en diagnostic et peuvent se décliner également en interventionnel. Alors, il faut savoir qu'une des spécificités de notre métier, c'est que le champ est tellement large qu'on doit avoir des radiologues qui sont spécialisés. Voilà, chacun va se spécialiser dans un ou 2 domaines, en diagnostic ou en interventionnel. C'est pour ça que le principe, c'est d'avoir une équipe de gens qui travaillent ensemble de manière complémentaire, avec respect et avec bienveillance. Et tout à l'heure, mes collaboratrices parlaient de fierté, ou c'est vous, je ne sais pas. Moi, je dois dire la grande fierté que j'ai à travailler dans ce service, avec l'équipe de manipulatrices et de manipulateurs, avec l'encadrement, avec les secrétaires, avec les aides-soignants également, au sein de cet hôpital. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de transmission. J'ai pu rencontrer 2 médecins qui ont parlé un petit peu de cette grande rencontre avec la cimentoplastie, voilà, et ils étaient super fiers d'apprendre à vos côtés. On en dira plus dans un petit moment. Je voudrais continuer avec les questions des téléspectateurs parce qu'ils sont nombreux. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de poser toutes les questions, mais on va essayer. On a Marie-Christine qui, du côté de la Martinique, qui demande pourquoi, quand on parle d'infiltration, pourquoi on doit aller jusqu'à 3 maximum, au nombre de 3 maximum. Est-ce qu'on peut expliquer le pourquoi? Oui, alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une infiltration? Alors, le mot infiltration, comme ça, il peut faire peur. Dès qu'on entend ça, on se dit qui vit ça, Kayoka est infiltré, voilà. Le premier réflexe, effectivement, puisque c'est un terme qui est un peu mal défini, il fait peur. Il ne faut pas en avoir peur. L'infiltration, c'est quoi? C'est simplement, on met dans une seringue les anti-inflammatoires que votre médecin traitant peut vous donner à prendre par la bouche. Alors, on le sait bien, quand on le prend par la bouche, il faut faire attention parce que ça peut brûler l'estomac. Et ensuite, une fois qu'on l'a ingéré, il va se diffuser dans tout le corps et agir sur tout le corps. Mais là, vous allez déposer là où on a mal. Exactement. C'est-à-dire, on les met dans une seringue et là, on va déposer cet anti-inflammatoire là où le patient a mal. Donc ça permet du coup de se passer de la protection gastrique et surtout d'être beaucoup plus efficace parce qu'on a injecté au niveau de la zone douloureuse du patient. Et donc du coup, effectivement, pourquoi on dit 3 ? C'est pas parce que le produit est dangereux. Il y a beaucoup plus de complications avec les anti-inflammatoires pris par la bouche qui peuvent donner des ulcères que lors des infiltrations. Pourquoi ? Parce qu'on estime que si on vous a fait 3 infiltrations, en général, c'est avec un mois d'écart, pour laisser le temps au produit d'agir et de se rendre compte s'il a été efficace ou pas. Si au bout de 3 infiltrations bien faites dans les bonnes conditions, le patient n'a pas de soulagement, ben on estime que ce n'est pas la 4e, la 5e ou la 6e qui va le soulager et que peut-être c'est autre chose qui va le soulager. La radiologie interventionnelle s'inscrit dans le parcours de soins, s'inscrit avec la prise en charge du médecin qui va souvent prescrire des médicaments et s'inscrit aussi avec la chirurgie. En gros, c'est augmenter l'offre pour les patients pour que à chaque cas particulier, il y ait la réponse, soit les médicaments, soit la radiologie interventionnelle, soit éventuellement de la chirurgie. Et c'est le travail
de tous ces spécialistes ensemble, en respect, en bienveillance et en complémentarité, qui donnent une offre de qualité. On a Claude de Saint-Claude qui demande si la cimentoplastie peut être une intervention à risque. Alors, il n'y a aucune procédure médicale qui va donner 100% de réussite et 0% de risque ou 0% d'effets secondaires. Si quelqu'un dit le contraire, ce n'est pas la vérité. Toute procédure respecte du coup des normes de qualité et de sécurité. Les risques et les effets indésirables, vous les diminuez fortement quand vous avez du matériel de qualité et quand vous avez du personnel complètement qualifié et compétent, que ce soit du personnel médical qui est radiologique, qui est complètement formé aux techniques de radiologie interventionnelle. On parlait tout à l'heure de la gestion des radiations ionisantes. Ça, c'est quelque chose qui fait partie clairement de l'ADN des manipulateurs en électroradiologie et des radiologues et qui est nettement moins enseigné aux autres spécialités, mais c'est normal parce qu'elles n'en ont pas besoin. Donc, sur le point de vue des rayonnements ionisants, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur comme l'asepsie. Oui, le risque pour la cimentoplastie, on a vu, c'est l'injection de ciment dans la vertèbre. Il y a un risque que ce ciment coule à l'extérieur de la vertèbre. C'est ce qu'on appelle une fuite de ciment. Et ça, c'est contrôlé par l'habitude de l'opérateur, par le moment par lequel qui choisit pour injecter le ciment, parce que c'est une pâte qui va durcir au fur et à mesure. Donc on peut choisir de l'injecter quand elle est plus épaisse et donc quand elle a moins de risque de fuite. Et c'est ça l'intérêt de faire le contrôle de l'imagerie, c'est-à-dire, vous l'avez vu sur l'écran, sur le reportage tout à l'heure, on voit la diffusion au sein de la vertèbre, du ciment. Et donc on regarde au moment, pendant qu'on injecte, si ce ciment reste bien dans la vertèbre, pour interrompre la procédure si on le voit qui en sort. Mais globalement, c'est une procédure avec très très peu de risques, très très peu de complications à partir du moment où c'est fait avec du bon matériel et du personnel manipulateur et radiologue entraîné. Maria, qui est du côté du Canada, plus précisément au Québec, nous demande, si on l'a déjà dit, elle n'a pas pu suivre le début, mais est-ce qu'on pourrait dire quelles sont les différentes pathologies qui sont soignées au service radiologie ? Un service de radiologie, sur le point de vue diagnostic, on va prendre en charge la majorité des pathologies et des demandes des correspondants. Et ensuite, sur le point de vue de l'interventionnel, j'en reviens aux ressources humaines, aux effectifs médicaux. Pour pouvoir réaliser de l'interventionnel dans chacun des domaines, il faut effectivement des radiologues qui soient compétents dedans, puisque on a parlé tout à l'heure de la définition de la radiologie. En gros, interventionnel, il y a trois axes. L'axe dit endovasculaire, c'est-à-dire où on peut piquer à l'intérieur d'une artère ou d'une veine et faire progresser un guide dans ces artères, comme on fait progresser sur une autoroute. On connaît l'anatomie des artères. On peut aller soit boucher une artère qui est en train de saigner, comme après un accident de la route, et qu'on fait une hémorragie interne, comme après ce qu'on appelle une hémorragie de la délivrance, c'est-à-dire lors de l'accouchement, un accouchement qui ne se passe pas bien et il y a un saignement. On peut aller boucher cette artère sans faire de la chirurgie, en passant par une artère qui est au niveau du pli de laine. L'autre versant de la radiologie interventionnelle, c'est la prise en charge des cancers et des métastases, mais notamment des métastases osseuses rachidiennes, dans l'exemple que nous avons vu, où le ciment va venir consolider cette vertèbre qui est grignotée par la métastase, en même temps que ça nous permet de faire ce qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement de ce tissu pour que nos confrères anatomopathologistes puissent l'examiner et nous dire de quelle pathologie il s'agit. Et le troisième versant, c'est le traitement et la prise en charge des phénomènes douloureux, notamment tout ce qui va être sciatique, névralgie cervico-brachiale, c'est-à-dire l'équivalent de la sciatique, ça touche le membre inférieur, et la névralgie cervico-brachiale, ça touche le membre supérieur, et les autres phénomènes douloureux qu'on pourra infiltrer. Nicole de Saint-François, j'ai bien suivi, j'ai bien compris que nous étions les seuls à faire ce type d'intervention dans la Caraïbe. Donc je pense qu'elle parle de la cimentoplastie, entre autres. Et cela signifie aussi que l'attente doit être très longue.
Écoutez, non, c'est justement une des filières sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'attentes parce que nous avons des vacations qui sont régulières. Comme vous l'avez dit, nous sommes une équipe. On a parlé tout à l'heure de mes deux élèves, le docteur Amanako et le docteur Kikweta, qui participent avec moi à ces gestes, et on arrive à placer effectivement assez régulièrement les patients. Notre indication principale de cimentoplastie ici, ce sont les fractures vertébrales. Ici, donc c'est une vie en Guadeloupe, une vie en plein air avec des activités nautiques ou de canyoning qui sont fréquentes, et avec aussi beaucoup de gens qui montent sur leur toit et qui peuvent en tomber, ou dans un arbre. On a beaucoup ça. Donc on a beaucoup de fractures vertébrales que l'on prend en charge après leur passage aux urgences et leur passage dans un service de neurochirurgie. Il y a des fois des fractures qui nécessitent d'emblée l'intervention d'un neurochirurgien au bloc opératoire, et c'est tout à fait justifié. Et ensuite, il y en a des fractures que l'on peut traiter par voie mini-invasive, par le scanner, en évitant une chirurgie classique, en passant par effectivement ces petites piqûres. À la fin de la procédure de la cimentoplastie, d'ailleurs, le matériel introduit est de si petite taille qu'on n'a pas besoin de point de suture. Nous étions fort étonnés la fois où nous sommes venus filmer la cimentoplastie, de l'échange du patient, du docteur et du patient. Il parle à son patient répond, et puis à la fin, le patient qui était bien au point d'échanger avec nous. C'était quand même quelque chose d'assez particulier, c'est quand même une opération, et pourtant le patient était en forme et pouvait nous parler tranquillement. Oui, en effet, c'est des grands avantages de la radiologie interventionnelle, notamment sous contrôle de scanner. C'est comme on voit l'intérieur du corps sans l'ouvrir, on sait exactement ce qu'on doit faire, et on peut utiliser du matériel de petite taille. Si on peut utiliser du matériel de petite taille sans grande ouverture de la peau et du corps, on peut faire une anesthésie locale. Pour les gestes un peu plus lourds, le patient est protégé au niveau douleur par une perfusion dentalgique, ce qui nous permet de le garder conscient, c'est-à-dire qu'il peut nous parler pendant la procédure. Nous également, on lui parle, on le rassure, et s'il a une question ou s'il a une gêne particulière, il peut nous en faire part régulièrement. Et c'est là aussi où intervient le travail en symbiose et en équipe avec les manipulateurs, parce que les manipulateurs, les manipulatrices, souvent peuvent continuer à parler avec le patient et le rassurer pendant que nous, on continue la procédure. Et nous également, radiologues, on peut échanger avec lui. Chaque personne avait son rôle. La fois où nous sommes venus, nous avons bien observé. Chacun avait son rôle. Mais justement, mesdames, combien de personnes pour une intervention comme celle qu'on a filmée, par exemple la cimentoplastie, et quel est le rôle de chacun? En général, nous sommes 3, 2 manipulateurs et le radiologue opérateur. Pourquoi 2 manipulateurs? Parce qu'il faut un pour rester en salle d'intervention avec le radiologue, et le deuxième qui reste à la console pour pouvoir faire tout ce qui est technique. Très bien. On a Pauline de Basse-Terre qui nous dit qu'elle est jeune, qu'elle aimerait faire ce métier, et elle nous demande si on pouvait revenir sur la partie alors je ne comprends pas tout, sur la partie avec le patient, à la partie échange avec le patient. Ça commence à partir de quel moment, ça s'arrête où? La question de Pauline. Quand vous prenez en charge le patient, c'est votre partie. Ce sont les manipulateurs qui s'occupent de cette partie-là. Je pense que la jeune Pauline, elle veut savoir à partir de quel moment vous vous occupez du patient, et ça s'arrête à quel moment? On commence à l'accueil avec le patient pendant tout le temps de l'examen et jusqu'à ce qu'il s'en aille. Nous, on l'accompagne du début jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il s'en aille. Justement, selon l'intervention, j'ai compris aussi qu'on ne restait pas très longtemps hospitalisé. Mais tout ça peut-être selon l'intervention. Oui, ça va dépendre de la procédure et de l'état du patient. Mais si on prend l'exemple de notre thème ce soir sur la cimentoplastie, on réalise le geste le matin. C'est une procédure qui dure environ, en fonction de la difficulté du nombre de vertèbres, parce que
Un patient peut avoir plusieurs vertèbres fracturées qu'on traite dans le même temps. On peut en traiter 3 ou 4 lors de la même procédure. Donc ça va durer entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Une fois la procédure finie, le patient est transféré dans son lit par les manipulateurs et ensuite remonté dans le service qui l'héberge, et essentiellement le service de neurochirurgie. Le ciment va durcir très très rapidement, en quelques heures, et dans l'après-midi, les opérateurs viennent voir le patient en service. On discute avec lui dans son lit d'hospitalisation. On vérifie l'absence de douleur, on vérifie l'absence d'hématome, on vérifie également son statut neurologique, et on va le faire s'asseoir et essayer de le faire marcher. D'abord, effectivement, c'est un moment qui est assez particulier, puisque le patient, lui, il est encore dans son lit. Il a le souvenir de la veille et des jours qui ont précédé, où il a son dos qui lui fait excessivement mal, à tel point qu'il ne peut pas sortir du lit, il ne peut pas aller aux toilettes, il ne peut pas se déplacer. Et là, on va lui demander de s'asseoir, voire même de faire quelque part. Souvent, au départ, ils sont un peu étonnés, le patient est un peu étonné, il refuse. Et puis, quand il commence à bouger pour s'asseoir et qu'il voit que la douleur a disparu, parce que l'effet sur la douleur est très rapide, et qu'il peut faire quelques pas, en général, l'après-midi même du geste, le patient ressort en marchant du CHU de la Guadeloupe. Très bien. On a Georges qui demande en créole, est-ce qu'à soulager les affaires à outrose là? Alors, on va s'y poser que Georges n'a un petit problème à arthrose. Bon. Ben oui, Georges, nous qu'a soulagé arthrose là. Excusez-moi pour mon créole dû à malheureusement mes nombreuses années d'études en métropole, mais la faculté anti-Guyane aussi est en train de changer pour intégrer toutes les années aussi, et ce sera bientôt possible. Voilà, donc oui, nous qu'a soulagé arthrose là, c'est avait infiltration. Voilà, quand dans l'exemple précédent, avait un petit piqui. Nous qu'a piqué articulation là et nous qu'a injecté un anti-inflammatoire qui qu'a soulagé là qui qu'a exactement. La radiologue interventionnelle, c'est un sniper. Il a une lunette de visée, il fait un acte très précis, il vise quelque chose de très précis. On vise une cible. S'il n'y a pas de cible particulière, on ne peut pas faire ce type de radiologie interventionnelle. C'est pour ça que c'est une seule et même spécialité. Avec notre maîtrise des moyens d'imagerie scanner IRM, on est à même de préciser exactement, presque au millimètre près, l'endroit qui est responsable de la souffrance du patient. Et avec le même matériel d'imagerie, on peut guider, parce qu'on en a l'habitude, nous radiologues et manipulateurs, du matériel juste à cet endroit-là, et en profiter pour injecter le produit qui va soulager le patient. C'était vraiment important d'en parler, puisque vu toutes les questions que nous avons sur les réseaux, on voit vraiment que la population avait besoin de cette émission. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Vous voyez comment ça va vite. On va faire un petit tour. Si vous avez quelque chose à rajouter, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai plein de choses à vous dire après. Ah là là. On commence avec les dames. Les dames d'abord. On fait un petit tour de table. S'il y a quelque chose à rajouter, si vous voulez dire quelque chose. Parce que oui, Brigitte, elle pose ses questions, mais Brigitte, peut-être qu'elle n'a pas pointé du doigt quelque chose de très important qu'il faudrait dire, par exemple. Brigitte a dit beaucoup de choses ce soir. Non, mais il faut dire qu'au sein du service de radiologie du CHU, on est capable de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que les gens ont tendance à partir, à aller à l'extérieur, en métropole, mais au CHU de Guadeloupe, ou du moins au sein du service de radiologie, on fait beaucoup de choses. Donc, on est fiers aussi de soigner la population guadeloupéenne, puisqu'on a des grands-mères, des mères qui ont besoin de soins. Donc, je pense que voilà, la population doit effectivement savoir tout ce qu'on fait afin de pouvoir développer encore et soigner un maximum de personnes. Merci. Je dirais aussi, pour le mot de la fin, que nous avons une équipe formée, un bon matériel performant, donc on peut réaliser des examens de qualité. Et pour ceux et celles qui veulent embrasser la profession de manipulateur, il faut savoir qu'il y a une bonne évolution aussi professionnelle. En interne, on peut faire de l'interventionnel, se spécialiser en interventionnel. On peut aussi, le jeune aussi peut évoluer vers en tant que cadre
au directeur, même directeur général, au directeur d'école de formation, personne en radioprotection. Donc, il y a une bonne évolution et il faut surtout aussi aimer le contact humain et aimer la technologie. Merci mesdames, merci Lydia, merci Célia pour ce grand moment ce soir. Docteur Claude? Écoutez, pour le mot de la fin, je voudrais redire la fierté que j'ai de travailler à leur côté. C'est une équipe soudée, c'est une équipe qui a à cœur de faire au mieux. Et c'est cette équipe que j'ai trouvée quand je suis rentré de Métropole il y a une dizaine d'années et que j'ai commencé à retravailler au CHU. Et je leur ai déjà dit, c'est cette équipe-là qui m'a donné envie de rester. Ensuite, comme elles l'ont dit, il faut du matériel. Il faut du matériel récent, du matériel performant. Plus le matériel est récent, plus il est performant, plus le patient bénéficie des dernières technologies. Plus le matériel est récent, moins il a de chances de tomber en panne et donc de provoquer soit de la désorganisation, soit de la rupture de soins. De même, on parlait des vocations chez les manipulateurs et manipulatrices. Effectivement, il y a une école aux Antilles-Guyane et on espère avoir beaucoup de vocations. Mais je parlerai également, moi, de mon côté, de la vocation des radiologues. Parce que s'ils veulent pouvoir faire de la radiologie interventionnelle, maintenant, il faut être radiologue pour pouvoir faire cette radiologie. En tout cas, dans les textes, c'est essentiellement comme cela. Et que c'est une spécialité qui est très intéressante sur le point de vue intellectuel. On voit beaucoup de pathologies. On joue quelque part avec toutes les dernières technologies. On est une spécialité du coup qui bénéficie en premier des évolutions technologiques, informatiques ou de matériel à utiliser. Donc déjà par rapport à mes débuts en radiologie il y a maintenant 21 ans, ça a déjà énormément changé, que ce soit sur les scanners, les IRM et la radiologie interventionnelle. Voilà, je voudrais remercier toute l'équipe du service, l'encadrement du service, les secrétaires du service, les aides-soignants et également le pôle, puisque vous savez que les services sont réunis en pôle, et le pôle médico-technique auquel j'ai la chance d'appartenir avec comme chef de pôle le chef de service d'anatomopathologie, le docteur Diédou, et tous mes confrères et consoeurs qui travaillons dans des conditions qui, vous le savez, qui ne sont pas faciles au CHU de la Guadeloupe, mais dans le but de faire au mieux pour tous nos patients. Et vos confrères, vos collègues qui ont été très complices pour cette émission ce soir. Avant de vous en parler, je voudrais juste vous dire, chers téléspectateurs, si parmi vous, certains n'ont pas pu voir l'émission, vous pouvez regarder à nouveau sur le Facebook, puisque nous étions aussi en Facebook Live. Vous pouvez aussi acheter le magazine, notre magazine L'Hebdo, ce week-end, puisque là aussi, le docteur Glodier, à la page 14, et il nous parle de la radiologie interventionnelle. Voilà, parce que nous avons tous compris que la santé était une priorité et donc n'hésitez pas à vous procurer l'hebdo, c'est ce week-end, samedi. Docteur Claude, merci. Merci à vous, mesdames. Merci au service de nous avoir reçus. L'équipe de Canal 10, on a eu vraiment un superbe accueil. On en parle encore. D'ailleurs, le caméraman Charlie qui m'accompagnait, s'il pouvait revenir tous les jours, il reviendrait tous les jours. Non, vraiment, on a eu un superbe accueil. Et puis, on a discuté un petit peu sans vous avec vos collègues parce qu'on voulait en savoir un petit peu plus et je crois qu'il y a une petite surprise pour vous. Je ne sais pas si Jordan il est d'accord, mais on pourrait éventuellement voir cette petite surprise maintenant. Voilà. Moi c'est Dr Kikweta, radiologue généraliste au service de Dr Claude, au service de radiologie de CHU de Pointe-à-Pitre. Et donc s'il faudrait parler de Dr Claude, c'est difficile le mot pour vraiment bien le cerner, mais c'est un manager, c'est un coach, un formateur au vrai sens du terme. D'autant plus que, parlant de moi, le mot cimentoplastie, le mot vertébroplastie, je l'ai entendu ici, vécu avec, et c'est le mot du début jusqu'à la fin avec
avec passion, avec détermination, en te comprenant, en te soutenant par ses épaules. Et aujourd'hui, nous pouvons commencer et finir un geste sans qu'il soit ni derrière ni à côté. Et du coup, pour résumer une telle personnalité, je dirais vraiment tout simplement que la Guadeloupe a besoin de personnes comme lui. Et on en aurait 10 sans Guadeloupe, je pense que les choses auraient changé. Et c'est une personne très aimable qui nous comprend, qui nous assiste et qui est toujours là pour nous. C'est un manager, au vrai sens du terme. Je suis Claude, je suis le cadre de santé du service d'image médicale depuis octobre 2014. Depuis septembre 2015, date à laquelle le Dr Claude a été nommé chef de service, on collabore ensemble dans le service. On constitue un véritable binôme et donc tous les jours, c'est avec grand plaisir que je viens travailler dans le service puisque j'ai un chef de service qui a ses idées, qui est compétent, qui sait où veut aller, mais qui fait avancer tout le monde avec lui et surtout l'encadrement, il fait partager ses idées. Et donc j'avoue effectivement qu'aujourd'hui je suis content d'avoir pu monter avec le Dr Claude cette filière interventionnelle ostéo-articulaire dans le service et au sein de l'établissement parce que ça rend un grand service à toute la population guadeloupéenne. Je lui dis pas, mais je pense qu'il doit le savoir, c'est que le service qu'il rend à la population est très très importante. Après, chacun dans son domaine de compétences. Lui, la spécialité c'est l'ostéo-articulaire. Mais si il fallait cloner des Dr Claude pour avoir d'autres spécialités dans le service, ce serait très utile parce qu'effectivement, on a besoin aussi d'autres spécialités. Je sais qu'il se bat tous les jours au quotidien dans l'ombre, ce que moi j'aime bien aussi faire. On se bat beaucoup dans l'ombre pour essayer de recruter du monde et voilà, c'est pas toujours évident, mais voilà, d'être attractif et voilà. Donc moi, ce que je reconnais, c'est que moi, quand je suis arrivé dans le service en 2014 et même je le connais le service depuis 2008, au niveau matériel, on était vraiment en retard. On manquait beaucoup de matériel dans le service. Et depuis 2015, on se bat. Et aujourd'hui, on a 2 IRM, on a 2 salles de radio neuves, on a un mammographe neuf, on est en train de travailler sur le remplacement du scanner et voilà. Et donc je reconnais que voilà, c'est grâce au dynamisme et à l'envie et à la ténacité du Dr Claude qu'on arrive à avancer sur tous ces dossiers. Bonsoir Dr Claude, je voudrais te féliciter pour tout ce que tu as pu mettre en place depuis que tu as décidé, comme beaucoup de jeunes médecins de Guadeloupe, comme nous, de revenir en Guadeloupe pour mettre tes compétences, ton expertise au service de la population. Donc tu le fais avec discrétion, tu le fais avec modestie et vraiment je voulais saluer ton courage parce que tu n'abandonnes pas malgré toutes les difficultés. Il y a eu effectivement l'incendie, il y a eu la pandémie Covid et un service difficile à manager parfois du fait du manque de moyens. Et tu as su faire face à beaucoup de difficultés et je pense que beaucoup de ceux qui vont nous regarder ce soir ne te connaissent pas mais doivent savoir que tu l'as fait avec beaucoup de patience, beaucoup de courage. Et je voudrais aussi dire que tu es un exemple pour les jeunes médecins qui sont encore en formation en métropole et j'espère que tout ce que tu as pu mettre en place leur donnera envie de revenir au pays pour pouvoir s'occuper de la population de Guadeloupe. Donc bravo pour ton travail, bravo pour ton courage et ne lâche rien et nous sommes vraiment admiratifs de tout ce que tu fais dans ton service avec ton équipe qui est aussi présente et dynamique et au service de la population. Merci Dr Claude et FOS. Bonjour, je suis Patrick Gasplin, manipulateur en électroradiologie au CHU de Pointe-à-Pitre Guadeloupe. Au sein de ce service, il y a le Dr Claude qui est un jeune médecin qui se dévoue, qui peut faire des choses avancées pour le service et pour la population guadeloupéenne. Je pense qu'en plus du côté humain, il est très proche de ses patients et je pense qu'avec tout cela, il va y arriver. Moi, c'est Dr Amanako Junior, radiologue général. Si je dois vous dire en 2 mots, Eddie Claude, c'est un maître. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très autonomes en radiologie interventionnelle. C'est grâce à lui. Et puis, je me rappelle, il y a de cela 3 ans, 5 ans, quand je suis arrivé ici, je connaissais rien en ce qui concerne les radiologies interventionnelles.
mais il a un cœur de maître et de grand frère parce qu'il m'a transmis avec amour et passion cet art des radiologies interventionnelles. Pour ça, je t'ai dit merci beaucoup, Dr Claude. Eddie, un petit bonjour de Nice, où tu nous manques, avec toute l'équipe de radiologie interventionnelle et tous les manipulateurs et co-internes. On pense souvent à toi, ta bonne humeur et ce côté à la fois gentleman que tu as de travailler. Écoute, on a hâte de te revoir, sinon c'est moi qui viens te voir dans ton service et surtout au bord de tes plages. On t'embrasse. Alors, le docteur Claude est un praticien spécialisé en radiologie interventionnelle avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. On est très heureux d'avoir réussi à le débaucher, puisqu'il faut savoir que le docteur Claude exerçait d'abord en libéral, en ville, et on a réussi à le convaincre vraiment de s'engager dans le sacerdoce de l'hôpital de Guadeloupe, au CHU de Pointe-à-Pitre, et on est vraiment très très heureux parce que depuis qu'il est là, il a révolutionné, c'est le mot, hein, et encore, j'allais dire le mot est faible, la prise en charge dans sa spécialité qui est la radiologie interventionnelle, avec de multiples patients qui ont été pris en charge. Ces patients en général sont très heureux parce que il n'y a plus d'hospitalisation même courte. Ils arrivent le matin, ils repartent l'après-midi et en général ils sont très très bien soulagés. J'en ai encore vu un la semaine dernière qui était vraiment très très heureux de cette prise en charge. Je vais dire une chose, Eddie, le seul bémol c'est que bon, il est temps vraiment que tu viennes t'installer aussi au Simgoa pour qu'on puisse mettre en place enfin cette double interprétation qui nous permettra de faire gagner du temps à la prise en charge des patients. Voilà, c'est une spécialité qu'il faut vraiment découvrir, que ce que fait monsieur Eddie Laurent Claude, je crois qu'il n'y a pas 10 spécialistes en France qui le font, et c'est vraiment de très haut niveau. Donc voilà, il faut vraiment avoir conscience qu'on a vraiment des pépites en Guadeloupe, et monsieur Eddie Laurent Claude est une jolie pépite. D'ailleurs, tout le monde le trouve charmant. Voilà, à très bientôt. C'était notre petite surprise pour le docteur Claude et aussi pour toute l'équipe. Merci encore, merci à vous. Merci pour cette surprise. Merci Brigitte, merci à tous les intervenants du service. Et vous voyez, c'est ça, c'est une symbiose, c'est un travail d'équipe, de gens qui se respectent, qui respectent leurs compétences, qui respectent ce qu'ils savent faire et qui se donnent pour leurs patients ensemble. Voilà, et donc vous avez mis dedans... Voilà, je suis très surpris, il y a Nicolas Moretti qui est du CHU de Nice, qui est juste... Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce monsieur, puisque toutes les personnes qui regardent ce soir ne connaissent pas ce monsieur qu'on vient de voir et qui a parlé de vous avec le cœur? Nicolas Moretti est un ami que j'ai rencontré lors de mon tout premier semestre de radiologie quand j'étais interne au CHU de Lille. Il était également interne. Et il venait de Nice, c'était ce qu'on appelle un interchu. Et ensuite, il a poursuivi sa carrière jusqu'à devenir, franchement, l'un des plus grands radiologues interventionnels ostéo-articulaires. Donc c'est à la fois un maître, c'est auprès de lui que je me suis formé, et c'est également un ami, car c'est quelqu'un d'une énorme qualité humaine et qui est d'un niveau technique qui est juste hallucinant.
Et donc, j'ai la chance, au cours de mes études, d'avoir été au contact de gens de très très haut niveau, comme Nicolas Moretti sur la radiologie interventionnelle. Et sur le versant diagnostic, j'étais également chef de clinique chez le professeur Anne Cotten à Lille, qui est la référente en France sur cette imagerie. Donc ça me fait très plaisir de le voir, ça me fait très plaisir de voir les gens de l'équipe et les confrères et les consoeurs. Et je vous dis, on ne fait rien seul. On fait parce qu'on est une équipe et qu'on est soudés dans le but de réussir. Et c'est ça l'état d'esprit du service, c'est ça l'état d'esprit qu'il a la chance d'avoir au niveau du pôle médico-technique du CHU de la Guadeloupe. Merci, Dr Glod, merci mesdames. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis une fois de plus. On se donne rendez-vous jeudi prochain. On aura la chance et le privilège d'avoir avec nous le docteur Lionel Bélia. Donc, j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous comme à l'accoutumée. Merci, Jordan, à la réalisation de cette émission ce soir. Merci, Charlie, pour les images tournées au CHU. Et puis, vous transmettez vraiment les remerciements de toute l'équipe de Canal 10 à votre équipe, puisqu'on a vraiment été bien reçus, et puis au plaisir de travailler à nouveau avec vous. Voilà, merci encore. Merci beaucoup. Merci Belle soirée Lydia. à Célia. tous. Merci On vous Brigitte. laisse en compagnie d'Éric Pommier et de toute l'équipe de Zone Rouge.